Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, au moment des élections législatives, le nouveau Front Populaire avait proposé un programme complètement dingue, évidemment. On parle de gens de gauche quand même, hein, donc la gauche est quand même complètement déconnectée du réel. Et ce programme, eh bien, il incluait 150 milliards de dépenses nouvelles. Oui, 150 milliards de dépenses. Alors, évidemment, c'était déjà délirant à l'époque, mais depuis, on a appris que la situation de la France était absolument dramatique sur le plan économique. Et donc, tout ça nous paraît encore plus fou maintenant. Voilà. Alors, le problème, c'est que le pouvoir de nuisance de la gauche est sans limite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à se faire élire sur ce programme. Heureusement, sinon c'était la faillite immédiate du pays. Mais par contre, ils ont quand même toujours des moyens d'influer sur la vie de la France. Et on le voit par exemple ici avec Éric Coquerel. Vous voyez, il était là sur cet article. Eh bien, il est de retour ici. C'est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Bon, ça n'a aucun sens, hein. Un communiste à la commission des finances, il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, hein. Ou dans un pays communiste. Mais en même temps, la France étant presque un pays communiste, d'autant plus quand on regarde un peu ce qui est proposé là, finalement, c'est pas si incohérent. Et donc, la commission des finances, elle a examiné le projet de budget pour l'année qui vient, et ils ont décidé, à la commission parlementaire, d'ajouter des petits amendements. Voilà, c'est le travail des parlementaires. Ils ne font pas que voter les lois. Ils peuvent les écrire, ils peuvent les rédiger intégralement, ou alors ils peuvent amender les propositions de loi de collègues, ou alors les projets de loi du gouvernement. Bon, et là, en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont proposé des amendements. Et là, les amis, c'est tout simplement de la folie furieuse. On va regarder ça ensemble. On va voir que, effectivement, la flat tax va être augmentée, passant de 30 à 33%, ce qui ne fait pas 3% d'augmentation, mais 10%. Ah oui, c'est pas rien, hein. On a également les avantages fiscaux de l'assurance vie qui vont possiblement être revus à la baisse, hein, voilà. On a des nouvelles tranches d'imposition sur les héritages. Imaginez, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez fait en sorte de vous constituer un capital, non seulement pour vos vieux jours, mais aussi pour transmettre à vos enfants. C'est le but de la vie, juste, hein. Les sociétés humaines ont toujours fonctionné comme ça, et c'est un moteur puissant d'évolution. Parce que si on ne peut pas transmettre son héritage, eh bien finalement, créer de la richesse, créer de la valeur, ça a un peu moins d'importance. Bon, bref. Donc on va voir tout ça, on va analyser les commentaires, les réactions de plusieurs spécialistes, plusieurs observateurs de ce domaine des finances, de l'investissement, de l'épargne, puisque là, en réalité, ce qu'ont fait les gens de la commission des finances, c'est d'envoyer un signal extrêmement négatif à tous ceux qui investissent, tous ceux qui épargnent. Et c'est pas les super riches qui font ça. Enfin, ils le font aussi, bien entendu. Mais c'est avant tout les Français moyens. Voilà. Il y a plein de Français qui épargnent via l'assurance vie, via un PEA, via un PER, etc., etc. Donc, en augmentant les impôts, la fiscalité sur l'épargne et l'investissement, eh bien, les communistes et leurs alliés, parce qu'il y a certains du MoDem aussi dedans, hein, voilà, tous ces gens-là, ils ont envoyé un signal négatif qui va plomber l'investissement, plomber l'épargne, plomber l'économie française. Voilà. C'est inacceptable tout ça. Alors, heureusement, on n'est pas encore sur quelque chose qui a été voté. Ça a été voté en commission des finances, mais ça va être présenté pour un vote devant l'Assemblée nationale. Donc, il y a quand même possibilité que tout ça soit retoqué, et j'espère que ça va être le cas, mais là, c'est pas possible. Parce que le problème principal là-dedans, c'est qu'on parle d'hausse des taxes dans un domaine ou dans un autre, etc. Mais c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut pas que la problématique de la faillite possible de l'État soit prise par ce bout-là. On veut d'abord en finir avec les dépenses publiques. Sortez la tronçonneuse, bordel. On veut que les subventions, les dépenses liées à l'assistanat et compagnie, tout ça, ça soit audité de manière extrêmement ferme et qu'on coupe dedans de manière massive. Avant d'aller augmenter la fiscalité, les impôts, etc., tout ça en plombant en plus par derrière l'économie, parce que ces types-là n'y connaissent rien, bon, avant toute chose, il faut réduire les dépenses. Mais ça, c'est pas dans leur projet. Voilà, pour augmenter la flat tax, pour pénaliser l'épargne de ceux qui croient moyennement au fait qu'ils vont avoir une retraite un jour ou qui veulent un peu l'améliorer, donc en épargnant, voilà, qui sont fourmis plutôt que cigales. Bon, bah là, pour pénaliser ces gens-là, il y a du monde. Par contre, pour réduire son salaire, son train de vie, c'est pas la même chose. Alors, on va regarder ensemble les commentaires.
Je vous souhaite la bienvenue dans le Communistan, le nouvel enfer fiscal français, nous dit ce compte Twitter, qui est vraisemblablement un conseiller en investissement financier et conseiller en gestion de patrimoine. Donc il nous dit, on parle de quoi? Du projet de loi de finances 2025 qui détermine le budget de l'État et l'orientation de la fiscalité pour l'année à venir. Alors, première réforme, la flat tax. Alors, la flat tax, c'est un impôt payé sur les plus-values par les investisseurs ou les épargnants. En fait, c'est souvent la même chose, hein. Un investisseur, c'est quelqu'un qui peut le faire pour du court terme, du moyen terme, mais souvent, c'est du long terme. Quand on parle de placement en assurance vie, en PER, voire en PEA, on est quand même sur des investissements assez longs. Bon, et la flat tax, en gros, c'est 30%. 17,2 de CSG, je crois, et le reste d'impôt sur le revenu. Donc 30% de taxes sur les plus-values réalisées dans le cadre de ces investissements, de cet effort d'épargne, etc., etc. Alors déjà, le principe de la flat tax est de taxer les plus-values réalisées par les investisseurs. C'est un peu problématique, parce que si on taxe la réussite de ceux qui ont investi et qui ont gagné en fait en investissant, dans ce cas-là, on devrait rembourser une partie des pertes de ceux qui ont investi et qui se sont trompés. Déjà, philosophiquement, il y a une problématique. Après, pourquoi pas faire un petit effort? Je veux bien concevoir que ça puisse s'envisager. Pourquoi pas? Je veux bien faire un effort. Je veux bien donner un petit peu aux gauchistes, même si malheureusement, quand on leur donne un peu, bon bah, ils en prennent beaucoup plus. Mais déjà, voilà, il y a une problématique. Et en plus de ça, 30%, enfin c'est énorme. C'est juste gigantesque. Mais là, ça passerait à 33%. Voilà, 17,2 de prélèvements sociaux et on augmente l'IR à 15,8. Voilà, donc plus 10% d'augmentation. Et c'est pas anodin parce que ça vient amputer quand même de manière significative la rentabilité des placements. Deuxième réforme, alors ça c'est assez incroyable, la fiscalité de la résidence principale. Alors là, les amis, c'est complètement dingue. Les plus-values sur les ventes des résidences principales n'étaient pas taxées jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vendiez votre maison dans laquelle vous habitiez, eh bien, le delta, la différence entre le prix de vente et le prix auquel vous aviez acheté ce bien, il était non imposable. Ce qui est une excellente mesure. Le moins on a d'impôts dans un pays, le mieux on se porte. Bon. Mais ça devait changer, voilà. Et là, on a une modification qui est extraordinairement importante et avec des répercussions très graves, hein. On a donc une fiscalité qui va arriver, alors dans les zones tendues, nous disent nos parlementaires, mais enfin c'est qu'un début déjà. Là c'est pour 2025. Qu'est-ce qui se passera en 2026? Tout ce que je vous dis là, c'est le pas dans la porte. Ça va empirer. Donc là, l'idée, c'est en gros, pour les résidences principales revendues moins de 5 ans après l'achat, pour éviter ce qu'ils appellent la spéculation, qui peut exister, mais enfin bon, c'est pas le principal. Donc pour toute vente réalisée moins de 5 ans après l'achat, eh bien, on taxe la plus-value. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes un Français qui, par exemple, est muté par votre entreprise, je sais pas, vous êtes parisien, vous allez à Marseille, bon, vous achetez votre résidence principale, puis ensuite on vous dit, bah non, en fait, il faut déménager à Bordeaux, finalement. Mais cette fois, c'est la bonne, vous y resterez. Ouais, mais ça fait 3 ans, vous aviez acheté votre résidence principale à Marseille, bah vous la revendez, forcément. Eh bien, votre plus-value, elle sera taxée, voilà, alors qu'elle ne l'était pas avant. Sympa. Tout ça pour tenter de sauver un budget, alors même que l'État est extrêmement frileux quant à des découpes qui sont pourtant nécessaires sur les dépenses publiques, etc. Enfin, c'est incroyable. Toujours sur la fiscalité immobilière, on a la fin des abattements pour durée de détention. L'abattement sera calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat corrigé de l'inflation, puis on appliquera la flat tax à 33% sur le résultat. Bon, usine à gaz, enfin, c'est un désastre total. Alors on a d'autres analyses, on a par exemple Mounir Lagoun, qui est le patron de Finari, et qui a une chaîne YouTube spécialisée dans les questions d'investissement, et qui nous dit « J'ai passé ma journée d'hier à suivre les amendements proposés. C'est simple, tout le monde va passer à la caisse. » Donc il nous parle bien sûr de la flat tax, de la résidence principale, en parlant d'une véritable bombe, hein, l'amendement, c'est de la folie. On a également l'assurance vie. L'avantage successoral de l'assurance vie, et le fameux abattement de 152 500 par héritier, est également remis en cause. Les députés veulent aligner la fiscalité et la transmission des contrats d'assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. C'est-à-dire que l'avantage de l'assurance vie, qui est donc une enveloppe de placement, où on peut avoir des actions, des SCPI, etc., des obligations aussi bien sûr, bref, l'avantage fiscal de l'assurance vie
disparaîtrait, ou en tout cas serait largement minorée. Or, l'assurance vie, c'est quand même le placement préféré des Français, ce qui est peut-être pas d'ailleurs la meilleure des choses, parce qu'il y a peut-être des placements plus intéressants, mais enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Mais l'assurance vie verrait donc son intérêt drastiquement diminuer. Et là, on est dans quelque chose qui s'apparente à un coup de force fiscal. C'est pas possible que des députés dans une commission parlementaire dirigée par un gauchiste, par un quasi-communiste, viennent s'attaquer comme ça aux épargnants français, qui par ailleurs détiennent, via les assurances vie, des obligations, de la dette française. Donc, c'est quoi le projet? Vous voulez que les assurances vie ne soient plus intéressantes, donc du coup que les particuliers s'en délaissent, et donc que la dette française ne soit plus achetée par les assurances vie, enfin ne soit plus détenue par les assurances vie. Et c'est quoi le... Enfin, c'est la faillite derrière. Complètement dingue. Bon. Ce changement serait cataclysmique et concernerait tous les Français titulaires d'un contrat. Il existe 44 millions de contrats d'assurance vie ouverts. Voilà. Alors, héritage. Le seuil d'imposition de la tranche la plus élevée, donc 3 600 000 euros, passera de 45% à 49%. Alors, ça paraît pas énorme, cette augmentation, tout comme 3,5 millions, ça peut paraître énorme, mais en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, philosophiquement, le fait de créer de la richesse, d'en amasser pour pouvoir la donner à ses descendants, c'est un moteur extrêmement important pour l'économie d'un pays, pour la vie en fait d'un humain, de manière générale, et puis ça permet de créer un cercle vertueux. Voilà. Là, le problème, c'est qu'en augmentant la fiscalité là-dessus, eh bien, on met le pied dans la porte, parce que je vous l'ai dit, c'est que le début, là, c'est pour 2025, voilà, on entre dans un engrenage qui est extrêmement néfaste, on est dans un cercle vicieux, 49% c'est confiscatoire, 45% de toute manière c'était confiscatoire, le maximum des impôts sur la succession qu'on devra avoir, idéalement ça devrait être 0, mais ça devrait être 15%, voilà, maximum de chez maximum, là on est sur quelque chose de quasiment communiste. Toujours dans cette folie fiscale, on a un amendement qui a été adopté, les Français devront payer l'impôt en France, même s'ils ont déménagé à l'étranger, même s'ils se sont expatriés. Ils ont fui l'enfer fiscal français. À tort ou à raison, on peut en parler pendant des heures, c'est pas le sujet. Mais ils vont se faire rattraper là-dessus. C'est une proposition de campagne régulière de Jean-Luc Mélenchon, qui dit on va envoyer le fisc jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'autre bout de la planète, là où les Français ont décidé d'aller travailler, en partie ou pas d'ailleurs, on a peut-être qui de bonne foi ont juste été travailler dans un autre pays pour vivre une nouvelle expérience, etc. Mais ils vont avoir le fisc français qui toque à leur porte. Alors attention, c'est technique parce qu'en réalité, c'est difficilement applicable dans plein de cas. Donc heureusement, ça reste plus une déclaration d'intention qu'autre chose, mais enfin, c'est dramatique. Le signal envoyé, là aussi, est extrêmement néfaste. Autre nouveauté sur la flat tax, c'est la flat tax sur les dividendes. Donc, quand vous possédez une action, l'entreprise dans laquelle vous avez investi, dans laquelle vous croyez, elle peut chaque année distribuer des dividendes. Alors, c'est pas énorme, c'est généralement entre 1, 2, peut-être 3% parfois de la valeur de votre action, voilà, pour récompenser les actionnaires. Et les dividendes, désormais, eh bien, il y aurait une nouvelle flat tax, alors 33%, comme la flat tax classique, mais elle pourrait être augmentée, passant à 35% si les dividendes dépassent de 20% leur moyenne des années précédentes. Alors comment ça va être calculé? Ça aussi, c'est une usine à gaz. Bon, ça, on est très fort en France. Pour réguler, pour faire des mesures comme ça, pour créer des organismes qui contrôlent ces choses-là, là, il y a de l'efficacité, il n'y a pas de souci. Enfin bon, c'est du délire. Autre sujet, celui du plan épargne retraite, alors qu'il y a une fiscalité qui est assez avantageuse, parce qu'en gros, on peut choisir de déposer des fonds sur un PER avec quelque chose qui peut s'apparenter à de la défiscalisation, en cela que les fonds qu'on verse peuvent être déductibles des impôts, ce qui peut donc faire baisser sa TMI, sa tranche marginale d'imposition. Il y a aussi une autre manière d'abonder à son PER qui, en fait, du coup, n'enlève pas d'imposition sur le moment, mais qui en enlèvera à la sortie. Bref, c'est un plan d'épargne retraite qui est destiné à améliorer ses vieux jours, hein, tout simplement. Et ça, la gauche ne supporte pas. Donc le PER sera visé à terme. Ça, c'est clair et net. Comme Aurélien Lecoq, député France Insoumise, l'a dit en commission parlementaire, le plan épargne retraite est le cheval de Troie de la retraite par capitalisation. Donc là, on a un aveu incroyable. Ces gens-là ne veulent pas autre chose que la retraite par répartition. Ils ne veulent pas autre chose que le communisme. Ils ne veulent pas que des gens volontaires qui décident, en plus des charges qui sont complètement dingues et qui vont servir à payer les retraites démesurées
des boomers, bon, passons. Les gens qui, en plus de ça, se disent bah, je vais économiser moi-même de côté, voilà, je vais faire la fourmi, je vais mettre chaque mois, je vais abonder à mon PER, je vais placer sur une assurance vie, sur un PEA, etc. C'est leur liberté, ils ont le droit de le faire en fait. Mais pas pour les gauchistes. Pour les gauchistes, c'est un crime contre le communisme. Donc le PER est visé, voilà, en tant que cheval de Troie de la retraite par capitalisation. Mais c'est volontaire. C'est à l'initiative personnelle des Français. Tu ne peux pas encore contrôler ça, cher Aurélien Lecoq. Voilà. Les communistes, ils aimeraient bien contrôler tout ça. Ils aimeraient bien qu'il n'y ait que l'État, uniquement l'État. Mais enfin, c'est dramatique. On est dans quelque chose de totalitaire là, qui se dessine. Le PEA aussi est visé, avec un amendement, alors qui n'a pas été adopté, de ce que j'ai compris, mais qui visait à mettre en place une taxe à la source de 12,7% sur les plus-values d'un livret avant même son retrait. Donc, retrait, flat tax de 33%, et avant ça, taxe à la source sur les plus-values latentes, quoi, comme on dit, de 12,7%. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Voilà. Et le but, c'était mis noir sur blanc, hein, par les députés LFI NFP, hein, le but c'était de forcer à retirer son argent d'un PEA pour le réinjecter dans l'économie réelle, comme ils disent. Mais l'entreprise, la bourse, c'est de l'économie réelle. Quand on investit dans une société française, on lui donne de la puissance. On investit dans quelque chose qui est concret. Donc on a des gens qui ne comprennent absolument pas ce qu'est l'investissement et qui comprennent encore moins ce qu'est l'épargne, tout simplement, et qui veulent lutter de toute leur force contre les Français qui, eux, comprennent ces deux notions. Enfin, c'est la catastrophe absolue. Alors, il y a eu énormément de réactions à tout ça. On va regarder ça ensemble. Il y a Olivier Babot, d'abord, qui nous dit « Ces images d'élus dont les compétences réelles sont souvent plus que légères, décidant à l'emporte-pièce sans aucune étude d'impact et avec désinvolture du degré de confiscation du fruit du travail de ceux qui bossent, a de quoi rendre dingue. » Et il ajoute quelque chose de très intéressant, ma foi, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il faudrait une règle d'or, pas 1 euro de hausse d'impôts, sans 10 euros de baisse de dépenses publiques et sans texte supprimé. Alors sans texte supprimé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais par contre, voilà, tu veux une hausse d'impôts? À la limite, pourquoi pas? Mais là, on est dans un tel état de délabrement des comptes publics que, avant d'augmenter d'1 euro mon impôt, réduit de 10% les dépenses de l'État. Et c'est pas si compliqué à faire, hein. On va y revenir dans quelques instants. Donc ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, on a pas mal d'analystes financiers, comme par exemple Nicolas Chéron, qui ont analysé tout ça. Je sors d'un appel avec mon partenaire Auguste Patrimoine. Ils n'ont jamais reçu autant de demandes d'optimisation fiscale et de placement d'épargne au Luxembourg. En outre, ils reçoivent beaucoup de questions sur l'expatriation. Ah oui, quand vous aggravez, parce que j'allais dire vous créez un enfer fiscal, non, quand vous aggravez l'enfer fiscal qui est la France, bon, bah forcément, vous avez des gens qui veulent s'en aller, hein, qui veulent aller vers un paradis fiscal, ou alors vers un endroit où il y a une fiscalité normale, supportable. Bon, donc c'est logique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de retour. Toujours Nicolas Chéron qui dit « En Norvège, l'État a décidé d'augmenter les taxes. L'impôt a augmenté. Le capital a fui. Les recettes ont baissé. La France va droit dans le mur si elle décide de taxer plus. » Voilà. Je pense que c'est très clair. En fait, il y a un moment, alors c'est le fameux effet l'affaire, quand vous augmentez les impôts, à partir d'un certain point, ça devient tellement confiscatoire et handicapant et ça crée une telle sclérose économique, mais plus qu'économique. Je pense que c'est quelque chose de mental. C'est la psychologie des peuples, quasiment. Vous ne pouvez pas être heureux dans un État qui vous empêche de vous épanouir et qui vous empêche de devenir riche, qui vous empêche de gagner de l'argent, qui vous empêche même d'épargner. Enfin, c'est du délire. Donc là, il y a un moment où, en fait, il y a une sclérose économique, mais même mentale, psychologique, qui est dramatique pour un pays. Et là, la France, on s'y dirige. Alors, on a une réaction politique. Jordan Bardella, qui décidément est très bon. Ce petit, il est vraiment très bon. Le vote d'une augmentation de la flat tax de 30 à 33% est un très mauvais signal envoyé aux Français qui épargnent et qui investissent. Voilà, ça fait plaisir d'entendre ça. En fait, c'est banal ce qu'il dit, c'est très basique, hein, mais en fait, c'est tellement du bon sens. Franchement, on en veut plus, hein. Cette mesure ne frappe pas des foyers fiscaux extrêmement aisés, mais tous les petits investisseurs qui ont pris goût à l'épargne financière, notamment depuis la pandémie. Mais exactement. Les gauchistes, ils croient que les investisseurs en bourse, ce sont des ultra-riches. Alors oui, il y a évidemment des ultra-riches, mais qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes d'investissement que le Pékin lambda. Croyez-moi, ils ne sont pas sur leur PEA, leur PER. De toute façon, les plafonds sont explosés depuis longtemps.
Ils sont dans des fonds d'investissement avec des gros rendements, avec des tickets d'entrée monstrueux. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Là, en réalité, les législateurs, comme on dit, les députés, ont attaqué de plein fouet les Français du quotidien, voilà, qui épargnent, qui investissent à leur mesure avec parfois des toutes petites sommes par mois. Folie furieuse, hein. Un amendement LFI qui menace l'existence même du PEA relève de la même logique mesquine et punitive, en plus d'être inefficace du point de vue des finances publiques. Reprendre le pouvoir sur son épargne en décidant de la gérer soi-même est un acte lucide et courageux qui ne devrait pas être sanctionné, mais au contraire encouragé. Ce n'est pas en sapant la confiance et en tapant sur le moindre épargnant que l'on rétablira les finances publiques. Magnifique réaction. Franchement, je ne sais pas si d'autres hommes politiques ont eu un discours aussi sain que Jordan Bardella qui a tout compris. Oui, l'épargne, oui, l'investissement sont des bonnes choses. C'est même ça qui participe à la santé de l'économie théoriquement. Et donc, il ne faut surtout pas taper dessus, en fait. C'est pas possible. Le message envoyé, il est dramatique. Et ça, tous les observateurs ont compris que c'était un drame qui se jouait. Voilà. On nage en plein délire, nous dit Mounir Lagoun, en tapant sur les députés Front Populaire LFI. Voilà. Nicolas Chéron qui nous dit « Le PIB américain dépasse très fortement les projections de croissance pré-Covid. Celui de la zone euro reste largement en dessous des anticipations initiales. La faute aux excès de lois, d'impôts, de normes, de bureaucratie, empêchant l'innovation. » Et là, les amis, on arrive à quelque chose d'essentiel. Parce que, en fait, il y a un cercle vicieux qui est en train de se créer. C'est-à-dire que l'économie de la France est quand même pas reluisante, mais en refusant de réduire les dépenses publiques, en rendant l'investissement et l'épargne, ce qui est souvent la même chose en fait, quasi impossible, ou en tout cas beaucoup plus compliqué qu'avant, eh bien nos dirigeants, ils sont en train de créer un espèce de vortex, de trou noir économique dans lequel la France va s'engouffrer, parce que les épargnants français, ils vont déjà beaucoup, vraiment beaucoup, placer leurs économies dans des marchés hors d'Europe, hors de France, et notamment aux États-Unis. Voilà. Et c'est Emmanuel Macron qui le disait lui-même, cela représente 300 milliards d'euros d'épargne chaque année. Bon, donc c'est juste gigantesque. Et donc, cette épargne qui n'est pas utilisée, qui n'est pas dirigée vers la France, eh bien ça affaiblit d'autant l'économie française, parce que quand vous avez 300 milliards qui pourraient être mis dans le CAC 40, dans des entreprises françaises, des PME, etc., via un PEA, via une assurance vie, mais c'est une problématique majeure. C'est-à-dire que l'économie française, elle a un espèce de manque à gagner qui est important et qui fait donc que la valorisation des entreprises françaises, elle est inférieure à celle des entreprises américaines, ce qui peut donc les mettre en difficulté. Bon, alors moi j'avais proposé une idée il y a quelques jours avant cette folie, je ne pensais pas qu'on allait en arriver là, mais je voyais qu'effectivement il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'investissement en France. Alors, à la limite, bon, c'est le jeu du marché. Effectivement, aujourd'hui, quand on veut épargner, il vaut mieux ouvrir son PEA, tout mettre sur un ETF SP500, le CAC 40 américain, et puis comme ça, on est à peu près tranquille sur 20 ans, globalement. Alors, ça peut toujours aller très mal, attention, mais quand on voit les performances passées, qui ne préjugent pas des performances futures, on voit que c'est quand même... Bon, ça le fait. En tout cas, c'est bien plus intéressant que de parier sur le CAC 40. Bon. Mais si on veut changer les choses, il faut renforcer l'attractivité des placements nationaux. Donc, il ne faut pas pénaliser les épargnants français. Il faut non seulement ne pas les pénaliser, mais il faut en plus réduire les taxes et les impôts sur les placements. Et spécifiquement, si on veut être dans un domaine franco-français, on peut réduire significativement la flat tax sur les investissements nationaux. Alors, j'avais proposé ça donc il y a quelques jours. Je dis par exemple, attention, je dis peut-être une immense connerie, ça peut être discuté, etc. Mais en tout cas, dans l'idée, il y a peut-être quelque chose à creuser, voilà, et qui, en tout cas, est beaucoup plus positif que des augmentations de taxes. Donc, je dis par exemple, il faudrait créer un PEA 100% produit français. Alors, le plan d'épargne-action, c'est une enveloppe fiscale par laquelle on peut investir dans des actions uniquement en France et en Europe. Théoriquement, parce qu'en réalité, on a des réplications d'indices américains ou mondiaux via des produits synthétiques type ETF. ETF SP500 est ainsi répliqué synthétiquement et est accessible via un PEA, alors que normalement, le placement aux États-Unis n'est pas autorisé. Bon, vous voyez. Mais donc là, il faudrait créer un PEA 100% produit français, sans aucun produit synthétique type ETF SP500 répliqué, avec 0% de charge, donc les 17,2 de charge et compagnie, et même 0% d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans et un plafond de 150 000 euros. Parce qu'en fait,
le PEA, il n'y a pas de flat tax. Si on conserve ouvert sans retrait plus de 5 ans son PEA, on paye juste la CSG, les charges, donc 17,2% au lieu de 30%. Bon, là, maintenant, au lieu de 33%, ce qui en fait un placement super avantageux. Et il y a un plafond de versement de 150 000 euros. Moi, je pense qu'il faut l'augmenter. Il faut que de plus en plus de gens épargnent en France, parce que c'est important. En tout cas, c'est quelque chose que les dirigeants français feraient mieux de faire. Au lieu de punir les épargnants, il ferait mieux de favoriser l'investissement et l'épargne, qui est quand même une chose positive pour le pays, parce que ça fait fonctionner. En fait, c'est pas de l'argent qui dort. Au contraire, c'est de l'argent qui travaille. Bon, les gauchistes disent que c'est pas dans l'économie réelle, mais c'est faux. Et surtout, si on veut renforcer l'attractivité de la France et de la zone européenne, il faut créer des produits qui soient vraiment attractifs et qui captent l'épargne des Français. Donc je disais, même chose pour l'assurance vie. Au bout de 8 ans, on pourrait permettre une absence totale de fiscalité sur les plus-values pour les placements boursiers, les SCPI, le crowdfunding, etc., tant que les entreprises et les lieux d'opération sont en France. Donc voilà quelques pistes. Mais en tout cas, vous voyez que ma logique, c'est pas du tout celle de nos gouvernants. Eux, ils veulent aucune réduction des dépenses publiques, ils veulent une augmentation de la fiscalité. Bah, moi, je veux tout simplement l'inverse. Parce que oui, évidemment que quand on voit ce budget qui est dopé à la hausse des taxes, des impôts en tout genre, ça rend complètement dingue, alors même qu'il y a tellement de possibilités pour réduire le train de vie de l'État, pour réduire les dépenses publiques, voilà, avant toute chose. Bon, on a par exemple Jean-Philippe Tanguy du RN qui, en commission des finances, a proposé de supprimer les niches fiscales des journalistes et des conseillers régionaux, dont lui-même, d'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy, bénéficie. Et ça a été refusé. Bah oui, parce qu'en fait, les journalistes, ils ont un abattement fiscal que n'ont pas les gens lambda. Voilà. Ils ne payent pas autant d'impôts qu'ils le devraient. Ah, et là, tout d'un coup, pas un mot. Voilà, pareil pour les conseillers régionaux. Il y a des régimes spéciaux aussi pour les politiciens qu'on pourrait revoir très largement. Donc, vous voyez que là, il y a des pistes d'économie qui sont écartées. Voilà, pourtant, il y a des choses à faire. Étrange. Demander des efforts aux investisseurs, aux épargnants, aux Français moyens, là, on y va. Par contre, s'imposer à soi ces mêmes efforts, c'est non. Franchement, c'est pas... Je rigole, mais c'est pas drôle. C'est juste inacceptable. Alors, des pistes d'économie, on en a aussi. Alors, il y a eu un truc de dingue qui est apparu sur Twitter. Je dois avouer que j'étais pas au courant. Enfin, j'avais déjà entendu parler de ça, un peu, c'est la légende, quoi. Mais là, c'est revenu en force. Les catalogues des services publics. Quand on pense à ce qu'on nous demande à nous, franchement, alors qu'il y a tellement de choses à régler avant. Regardez, nous dit ce tweetos, les prix catalogues des sociétés par lesquelles je suis obligé de passer. Donc là, c'est pour l'éducation nationale. 80 € la lampe de chevet. 48 € l'ampoule. Donc c'est juste complètement dingue. Surtout que la même lampe, ou quasiment la même lampe, donc qui est à 80 € sur le catalogue des sociétés par lesquelles l'éducation nationale est obligée d'aller, eh bien 80 € sur le catalogue, 13 € sur Amazon. Ah oui, pour la lampe, eh bien on est sur 1,69 € le lot de 4 pièces ici. On n'est plus sur 48 € l'ampoule. Bref, c'est de la folie furieuse. Alors là, ça a quand même suscité un peu l'émoi. Il y a Jean-Philippe Tanguy, qui s'est d'ailleurs interrogé, lui qui participe à la commission des finances et qui veut mener une enquête sur les surfacturations et la corruption de la commande publique. C'est un gros sujet. Bon, le voilà qui était intéressé par tout ça. Et donc on a la réponse du posteur initial. Bonjour, il s'agit du catalogue de Sordalab. C'est une entreprise, parmi d'autres, qui équipe en matériel et consommables les laboratoires de SVT physique des collèges et lycées. Voilà. Donc, vous imaginez? Alors moi, je suis pour bien payer les profs. Parce que je pense que les profs font un boulot formidable. Enfin, formidable. Non, ça dépend des profs. Mais je veux dire, le principe même d'éduquer les enfants, de les instruire, de les faire grandir, je veux dire, c'est d'une importance extraordinaire pour la société. Bon. Aujourd'hui, ils ne sont pas assez bien payés. Après, vous me direz, il y en a peut-être beaucoup qui ne méritent pas d'être payés plus. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, là, on a de quoi faire. Vous imaginez le manque à gagner pour l'État, ce genre de dépenses. Enfin, c'est de la folie furieuse. Et on a plein de cas comme ça. On a Philippe Fabry qui nous dit « Quand j'étais à l'université, le labo où j'étais se disait qu'un PC portable serait utile. J'avais demandé ce qu'on attendait et vu l'usage qu'on en ferait, un modèle à 500 € était largement suffisant. » Donc il avait demandé un modèle à 500 €.
Et l'université m'avait répondu, nous dit-il, qu'on ne pouvait pas trouver moins de 3 000 € dans les catalogues obligatoires. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? L'argent public est brûlé, en fait. C'est même pas jeté par les fenêtres, non, il est mis dans la cheminée et brûlé en quantité industrielle. C'est ça la réalité. Pareil, autre anecdote, on a Le Crapaud qui regarde souvent mes vidéos, donc je le salue au passage. Je peux confirmer que c'est la même chose dans toutes les administrations. Sans rentrer dans les détails, là où je bosse, il y a quelques temps, nous avions besoin d'une sorte de range-papier. Un truc qu'on trouve à 15 € sur Amazon. Il a fallu faire une demande au service des achats, service qui nous a fourni un catalogue d'un fournisseur dans lequel le range-papier le moins cher était à 80 €. Alors la question qui se pose, c'est comment ça se fait? Voilà. Comment est-ce possible d'en arriver là? Donc on a cette question qui a été posée sur Twitter, on a eu une réponse super intéressante. En réalité, il s'agit, selon ce tweetos, d'un appel d'offres où l'évaluation financière sera faite sur certains produits clés uniquement. Et donc les fournisseurs qui sont retenus font des économies majeures sur ces produits clés pour les proposer le plus bas possible et obtenir le marché total. Mais par contre, sur tous les autres produits de leur catalogue, qui est obligatoire pour les entreprises ensuite, eh bien là, ils se font plaisir. Voilà. Donc ça, c'est quand même complètement dingue. Je ne sais pas comment c'est possible. Et je suis désolé, mais là, on a une source d'économie majeure. Avant d'aller taxer les investisseurs, ceux qui prennent des risques et qui peuvent perdre de l'argent, et là, il n'y a pas l'État qui est là pour les subventionner, en fait, parce qu'ils prennent un risque. Donc quand on prend un risque, en fait, c'est gagnant-gagnant pour l'État, quoi. Quand on prend un risque et qu'on est gagnant, l'État prend 30%, et quand on prend un risque et qu'on est perdant, c'est par pertes et profits, tant pis. Bon, c'est de la folie, quoi. Mais en tout cas, il y a des dépenses. Alors moi, j'avais fait un plan à l'époque, j'en parle très rapidement, on va conclure la vidéo là-dessus, mais de découpe à la tronçonneuse des dépenses publiques. Voilà. Pour assainir le budget de l'État, éviter la faillite et pouvoir relancer l'économie. J'ai dit tous les partis de droite, parce que la gauche, évidemment, elle est incapable de faire ça, tous les partis de droite devraient vite produire un plan d'action chiffré et raisonnable. Ma proposition personnelle, voilà, c'est pas chiffré en espèces, j'aimerais bien le faire un jour, mais c'est quand même très compliqué de le faire précisément, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, et c'est à discuter, c'est une base de travail, on peut pas être d'accord sur certains points, c'est pas un problème en fait, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, et il faut produire ce genre de choses avant d'aller chercher des recettes supplémentaires complètement dingues. Donc dans la dépense publique, d'abord, couper progressivement et en douceur 90% des subventions publiques d'ici 10 ans. Il y a des associations aujourd'hui en France qui ne méritent absolument pas le moindre euro d'argent public. Et de manière générale, pour énormément d'associations, c'est une mauvaise chose en fait d'avoir des subventions publiques. Ça a un impact phénoménal sur les finances de l'État et il y a plein d'associations qui pourraient, grâce aux économies réalisées par ces coupes publiques massives, bénéficier de donations privées. Parce que plus on a de pouvoir d'achat, plus on peut donner pour les causes qui nous intéressent personnellement, et donc on peut avoir plein d'associations qui fleurissent. C'est le cas aux États-Unis par exemple, où on n'a pas de subventions publiques comme en France, mais on a plein d'associations. Parce qu'en fait, les Américains gagnent beaucoup plus d'argent parce qu'ils ne sont pas dans un enfer communiste, et donc ils peuvent aider les associations qui leur plaisent. Les associations sportives, bien sûr, où leurs enfants vont, les associations de lycée, etc. Bref, il y a plein d'associations qui vivent mieux, en fait, dans un État où il y a moins de dépenses publiques, parce qu'il y a moins d'impôts, moins de charges, on a plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, il y a un cercle vertueux. Parce que l'État, quand il gère les subventions, je peux vous dire que c'est pas la même chose que si c'était du privé qui gère. Bon, bref. Alors, là, je suis obligé de rebondir. On a eu Jean-Philippe Tanguy, qui s'est illustré de manière assez sinistre, en déclarant récemment à ses Libérations qu'il rapporte ce jeudi 17 octobre, en refusant de supprimer les subventions aux associations pro-migrants. Voilà ce que nous dit Jean-Philippe Tanguy. Ces associations rendent des services à des êtres humains. Nous voudrions que les conditions soient différentes, mais on ne peut pas couper du jour au lendemain aussi massivement des subventions. Voilà, c'est la différence avec les effets d'estrade d'un certain nombre de nos adversaires. Alors, d'un côté, je comprends ce qu'il veut dire, et c'est pour ça que moi je parle souvent de couper progressivement et en douceur les subventions publiques, parce que je pense qu'il faut faire les choses graduellement. Si on supprimait d'un coup, d'un seul, les subventions publiques, ça créerait un désastre social et économique qui ne serait pas possible de soutenir. Exemple, on aurait des milliers, des dizaines, des centaines de milliers peut-être de chômeurs d'un coup d'un seul. C'est pas possible. Le système ne peut pas absorber ça. Donc on est obligé d'y aller graduellement pour qu'il y ait une absorption de cette modification de notre société. Ceci étant dit, sur les associations extrêmement nocives, type pro-migrants, qui amènent par palanquet des gens qui ont un coût d'ailleurs pour l'économie qui est phénoménal, quand on a ça en tête, évidemment qu'on peut y aller quand même beaucoup plus franco. On peut y aller d'un coup d'un seul.
L'objectif, c'est de ne pas faire d'un coup d'un seul pour toutes les associations en même temps. Mais pour les plus nocives, on peut y aller. Et même si on est sur une logique à la Jean-Philippe Tanguy, un peu petit bras, pourquoi pas à la limite, parce que comme ça, c'est plus acceptable peut-être par la société, on peut le faire en douceur, comme je le propose, progressivement. Vous faites moins 5% la première année, moins 10%, vous modulez comme vous le sentez, mais au fur et à mesure, eh bien, on enlève des tranches de subventions publiques, ce qui laisse aux associations le temps de s'adapter, au marché le temps de s'adapter également, à la société le temps d'absorber tout ça. Bref, on peut le faire progressivement s'il le faut, mais on doit le faire en fait. Bon, parenthèse fermée. Donc autre proposition de baisse des dépenses publiques, en finir immédiatement avec l'aide au développement, réduire de 25% le nombre de fonctionnaires d'ici 15 ans, or les secteurs essentiels comme par exemple l'éducation, les professeurs c'est évidemment essentiel, l'hôpital, la justice, la police, etc. Mais voilà, il y a des économies de personnel à faire dans l'État, on peut y arriver, j'en suis certain. Et si 25% c'est trop, 20%, même 15%, de toute façon il faut y aller, il n'y a pas le choix. Réduire de 20% le train de vie de la présidence et des services ministériels ainsi que des parlementaires d'ici 5 ans. Bah oui, parce que ils donnent des leçons, mais le budget de l'Assemblée nationale, le budget de fonctionnement, il est démentiel. Pareil pour l'Élysée, pareil pour les ministres. Bon, donc il faut y aller, il faut réduire. Pour les retraites, là aussi il y a des économies à faire avant de taper sur les épargnants qui justement mettent de côté pour s'assurer une retraite à peu près correcte, parce qu'on sait tous que dans 20, 30, 40, 50 ans, la retraite, ça va être dur de compter dessus. Bon. Donc on peut réduire les retraites. Moi j'ai une proposition qui est simple, basique. Au-dessus de 1 700 € par mois, donc à partir de 1 700 € avec 1 700 € par mois comme base zéro, on retire 10% de tout ce qui dépasse de 1 700 €. C'est-à-dire que, alors évidemment, quand vous touchez 1 800, vous ne perdez pas 10% de 1 800, mais 10% de ce qui dépasse de 1 700, donc vous perdez 10 € par mois. Autre proposition sur les retraites, abolir les régimes spéciaux, intégrer progressivement de la capitalisation pour les nouveaux actifs. Je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Ensuite, on peut aussi couper dans tout ce qui est assistanat. Voilà, il faudrait réduire la durée d'indemnisation chômage à 3 mois maximum en dessous de 25 ans. En dessous de 25 ans, si vous voulez trouver un boulot, vous trouvez. Il n'y a pas de problème. Voilà, je crache pas sur ceux qui profitent du système. On l'a tous fait, moi le premier. C'est-à-dire que quand on est au chômage, le premier mois ou le deuxième mois, on se la coule douce. Parce qu'on profite un peu, on a travaillé, après tout, bon voilà. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner une société. Voilà. Donc on doit réduire ça au maximum, donc 3 mois maximum en dessous de 25 ans, 6 mois maximum en dessous de 40 ans, 1 an en dessous de 45 ans, et pour ce qui est au-dessus, effectivement, pour les seniors, c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc là, on peut même d'ailleurs, pour les seniors, pourquoi pas envisager un chômage un peu plus long. En fait, on peut être juste dans cette affaire, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que quand on a 55 ans, retrouver un boulot, c'est plus du tout la même chose. Là, pour le coup, d'accord. Mais quand on a 25 ans, on peut prendre un boulot alimentaire, le temps de trouver un autre job. Voilà, c'est évident. Sur le RSA, mettre une limite temporelle de 6 mois au fait de pouvoir le toucher. Voilà. Après 6 mois, vous n'avez plus de RSA. Voilà, tout simplement. Pas de raison. Hein. Et on pourrait aussi mettre en place un audit de la politique générale d'assistanat du pays qui est assez phénoménal avec des subventions, des allocations dans tous les sens. Il y a un gros coup de balai à passer. Voilà. Et en sachant que, en plus, je dis ça, mais vu qu'on réduit la dépense publique à côté, on rend le travail encore plus attractif. Donc du coup, l'assistanat n'a plus trop de raison d'être. C'est-à-dire que si on se bouge un petit peu, on trouve un boulot qui sera mieux payé qu'avant cette réforme-là générale que j'évoque. Vous voyez, en fait, on réduit l'attractivité de l'assistanat et on augmente l'attractivité du travail, tout simplement. Avec un travail qui paierait beaucoup mieux, y compris pour les plus bas salaires. Et puis, il y a bien entendu énormément d'économies à faire sur l'immigration. Il faudra expulser tous les clandestins qui coûtent un fric fou, interdire tout regroupement familial, rendre très complexe la naturalisation, refuser toute immigration étudiante extra-européenne, filière d'immigration détournée. Là, on peut discuter parce que ça peut se moduler, hein, évidemment. Autoriser uniquement l'immigration de travail avec départ obligatoire à l'issue du visa, ce qui se fait dans plein de pays du monde, mais en France, nous, c'est open bar. Expulser tous les délinquants ou criminels étrangers présents sur le territoire, déchoir de leur nationalité les binationaux délinquants récidivistes ou les criminels ou ceux qui se comportent comme des nationaux d'un pays étranger hostile à la France. Voilà des choses qu'il faudrait faire sur l'immigration. Je rappelle, j'ai fait une vidéo sur l'immigration comme catastrophe économique. L'immigration extra-européenne n'est absolument pas une chance pour le pays. Économiquement, c'est évident, pour le reste encore plus, mais économiquement, on a plein de données chiffrées, statistiques qui nous montrent que ce n'est jamais une bonne chose. Donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo en description. Bref,
Toutes ces mesures que je viens de vous lister, eh bien, elles permettront de relancer la machine économique avec une baisse massive des cotisations patronales et salariales, une baisse importante des impôts, une baisse des taxes diverses et variées, bref, et donc même, pourquoi pas, une baisse des taxes pour les investisseurs, pour les épargnants. Voilà l'objectif. Le chemin vers la prospérité du pays, il existe. Voilà, il est possible. Simplement, c'est pas celui d'Éric Coquerel et tous les gens de la France insoumise. C'est au contraire la libération fiscale, la libération des énergies, du travail. Voilà, c'est ça l'objectif qu'on doit suivre. Et tout ce qui est de l'ordre de l'augmentation des impôts, alors même qu'on est l'un des pays les plus imposés au monde, est délirant, surtout quand on envisage que de manière marginale la baisse des dépenses publiques. Voilà, ça c'est inacceptable, il faut que ça change, et j'espère que cette proposition, ces amendements votés par les gauchistes, mais pas que, il y avait aussi des gens du Modem et compagnie, hein. J'espère que ces amendements-là, ils vont être rejetés massivement, et j'espère surtout qu'il va y avoir une énorme prise de conscience des Français sur la nocivité de ces gauchistes, voilà, qui sont en train de nous précipiter vers la catastrophe économique. Donc voilà mon souhait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir mon travail, parce que tout travail mérite salaire, hein, on n'est pas des gauchistes les amis, eh bien vous avez la possibilité de me soutenir financièrement via ma page Tipeee, vous avez le lien en description, et parce que je ne suis pas un gauchiste, pas plus que vous, en échange de ce soutien financier, vous avez accès à du contenu exclusif. Voilà, je mouille un peu la chemise pour vous, en plus de porter votre voix auprès du plus grand nombre. Vous aurez donc accès à près de 90 vidéos exclusives, un groupe Telegram dédié, etc. Donc je vous attends dans la communauté Sunrise. Merci d'avance et à très vite.